Le claquement de mes talons résonna dans le couloir, me rappelant que j'étais en vie. Après tant d'années de lutte pour gagner le respect, j'étais là, sur le point d'être promu, entouré de gens qui feignaient de sourire, mais qui espéraient me voir chuter. Le café que je tenais tremblait légèrement, non pas de peur, mais d'un mauvais pressentiment. C'était étrange. Quelque chose dans l'air laissait présager que cette belle journée aurait un goût amer. Je pensais que le pire était passé. Que les longues nuits de labeur, les formations financées au prix de sacrifices, les regards en coin et les chuchotements dans mon dos appartenaient désormais au passé. Après tout, pour une femme noire approchant la soixantaine, accéder à un poste de direction dans une grande entreprise était un exploit remarquable. C'était un tournant. Une victoire. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais il y a des choses que le succès ne peut dissimuler. Les sourires qui s'effacent quand on entre dans une pièce. Les conversations qui dévient de sujet dès que votre voix commence à se faire entendre. C'est une solitude que seuls ceux qui sont allés trop loin peuvent reconnaître. Et ce jour-là, cette solitude m'accompagnait comme un parfum ancien, subtil, mais impossible à ignorer. Les heures s'écoulaient sous le poids d'une promesse. J'avais du mal à percevoir le temps, prisonnière des tableurs, des réunions et des regards dubitatifs. Jusqu'à ce qu'un simple geste change tout. Une enveloppe. Une plaisanterie lancée à voix haute. Un rire étouffé qui parcourut la pièce comme un courant électrique. Et soudain, tout ce que j'avais construit commença à s'effondrer, non pas à cause de ma propre erreur, mais à cause d'une cruauté déguisée en malice. L'humiliation a un son, une odeur et une couleur. La mienne était faite de nuances de blanc et de beige, mêlées à l'odeur de café brûlé de la cafétéria et au grincement des chaises qu'on repoussait. J'entendais mon nom être appelé comme si c'était une plaisanterie. Je sentais des regards me transpercer la peau comme des lames de rasoir. Je voyais des collègues qui m'avaient autrefois demandé conseil faire semblant de ne pas me voir. Le sol ne s'est pas dérobé sous mes pieds, mais quelque chose en moi s'est effondré, et la chute fut silencieuse. C'est étrange comme le lieu de travail peut devenir le théâtre d'un spectacle cruel. On se croit intégré à l'équipe, mais on découvre qu'on n'était qu'un personnage, un exemple commode pour les campagnes de diversité. Fierté d'entreprise, jusqu'à ce que la concurrence vienne perturber l'ego de ceux qui croient que le pouvoir découle de la race, de l'âge et du nom de famille. Je me souviens encore de ces rires étouffés, comme s'ils avaient honte d'exister. C'est alors que j'ai compris que l'humiliation ne venait pas seulement des mots, mais aussi du silence des témoins. Personne n'a rien dit. Et ce silence était plus violent que n'importe quelle insulte. La question qui me revenait sans cesse était simple. Pourquoi est-ce encore si douloureux quand on fait comme si vous n'aviez pas votre place là où vous avez bâti votre propre entreprise? J'avais subi des regards méprisants dans les files d'attente, de la méfiance dans les magasins, des préjugés déguisés en gentillesse. Mais ici, dans le bureau que j'avais contribué à construire au prix d'années de travail, la blessure était plus profonde, comme si elle avait été creusée lentement et avec précaution. À cet instant, j'ai compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans ceux qui crient le plus fort, mais dans ceux qui observent en silence. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement regardé. Et tous ceux qui me connaissent le savent, lorsque je me tais, c'est que j'ai déjà commencé à agir. Ils ignoraient que cette humiliation, cette scène cruelle et apparemment banale, serait le prélude à quelque chose de bien plus important. Car lorsqu'on vous dépouille du respect, il ne reste que le courage. Et c'est précisément ce courage qui a commencé à naître en moi. Un courage froid et méticuleux, teinté de justice. Le destin a parfois des façons bien étranges de renverser la situation. Et parfois, ce qui ressemble à une défaite n'est que le premier pas vers une révélation inattendue. Après tout, combien de temps un cœur blessé peut-il rester immobile avant de décider qu'il est temps de répondre à chaque regard, à chaque mot, à chaque rire? Cet après-midi-là, l'horloge semblait se moquer de moi. Les aiguilles tic-tac s'égrenaient avec une lenteur cruelle, et chaque seconde qui passait donnait l'impression que le rire résonnait encore, prisonnier du plafond de la salle de conférence. Je m'efforçais de garder le cap, les épaules droites, le visage impassible, mais intérieurement, je sentais quelque chose se briser silencieusement. Ceux qui observent de l'extérieur ne perçoivent pas le moment précis où la confiance se brise. Mais je l'ai senti. Ce fut un craquement. Une rupture invisible, comme le claquement d'une corde dans ma poitrine. Des mots enjoués se mêlaient à des regards que je connaissais bien. Ceux qui feignent l'innocence mais dissimulent un plaisir malsain à voir quelqu'un mal à l'aise. Le pire, ce n'était pas ce qu'ils disaient, mais ce qu'ils ne disaient pas. La façon dont ils restaient là, immobiles, comme si de rien n'était. Comme si l'humiliation était légère, comme si la gêne n'était qu'un fruit de mon imagination. Mais ce n'était pas le cas.
Je sentais la gêne se former dans l'air, comme un nuage épais qui refusait de se dissiper. Le silence est une arme redoutable. Il s'accumule dans les recoins, entre les touches de l'ordinateur, parmi les tasses à café oubliées dans le garde-manger. Et c'est dans ce silence que j'ai compris. Cet environnement ne m'avait jamais appartenu. J'étais toléré, mais jamais à ma place. Un symbole, une vitrine commode, utilisée pour alimenter les rapports et les discours sur l'inclusion. Et quand j'ai cessé d'être commode, je suis devenu une cible. Ce soir-là, je suis rentré chez moi dans un bus bondé, le regard perdu par la fenêtre, mon visage se reflétant dans les lumières de la ville. La froideur du verre contre mon front me réconfortait plus que tous les mots prononcés dans ce bureau. J'ai repensé à tout ce que j'avais dû endurer pour en arriver là. Les fois où l'on m'a qualifiée de « forte », alors qu'en réalité, on aurait voulu que je souffre en silence, les blagues sur mes cheveux, les sourires condescendants quand je m'exprimais avec fermeté. J'ai pensé à la façon dont la vie d'une femme noire est faite de petits combats menés dans des espaces où l'erreur n'est jamais permise, mais où le manque de respect est monnaie courante. Mais malgré tout, je n'ai pas pleuré. Il y avait en moi quelque chose d'inflexible. Une vieille voix, peut-être celle que ma mère portait en elle lorsqu'elle disait « La dignité ne se demande pas, elle s'impose ». Je savais que je ne pouvais pas affronter ces gens avec colère, car c'est précisément ce qu'ils attendent. Ce qui les désarme, c'est la sérénité. C'est regarder ceux qui vous rabaissent droit dans les yeux et garder la tête haute, comme pour dire sans un mot « Vous ne m'avez pas brisé ». Tandis que le bus avançait, j'observais les gens autour de moi, des visages fatigués, des regards perdus, des histoires silencieuses comme la mienne. C'est là, parmi des inconnus, que j'ai compris que ma douleur n'était pas seulement la mienne. Elle était collective. Elle faisait partie d'une fatigue ancestrale, héritée de générations qui avaient appris à l'endurer avec le sourire. Et c'est peut-être pour cela que je ne pouvais pas abandonner. Car quand l'un de nous tombe, c'est tout le monde qui tremble. Les jours suivants, mon corps s'activait, mais mon âme restait en sommeil. J'observais plus que je ne parlais. Et plus j'observais, plus je découvrais la toile de mensonges qui faisait vivre cette entreprise. Des louanges creuses, des réunions inutiles, des patrons complexés qui dissimulaient leur incompétence derrière des costumes hors de prix. Cette prise de conscience m'apporta une étrange paix. C'était comme si, enfin, je voyais la situation dans son ensemble, et non plus seulement le rôle qu'ils attendaient de moi. C'est dans ce calme apparent que j'ai commencé à élaborer mon plan, même si je ne savais pas encore ce que j'allais faire. J'ai écrit, mémorisé, et fait les liens entre les différents éléments. Non pas avec une soif de vengeance immédiate, mais avec précision. Car j'ai appris que la vérité, lorsqu'elle se manifeste, n'a pas besoin d'être criée. Elle a simplement besoin d'être révélée. Et c'est étrange comme, quand on cesse de réagir, le monde commence à se dévoiler. Des personnes qui semblaient intouchables ont commencé à découvrir leurs propres mensonges. Des documents oubliés dans les mauvais dossiers, des messages qui n'auraient jamais dû exister, des conversations chuchotées dans les couloirs. C'était comme si le destin lui-même me tendait les pièces du puzzle. Pendant ce temps, je restais là, sereine. Chacun de mes regards était interprété comme une capitulation, alors qu'il s'agissait en réalité d'une stratégie. Car le silence de l'observateur recèle une force immense. Et c'est précisément pourquoi tant de personnes choisissent de rester ici, après chaque révélation. Parce qu'elles savent que, parfois, c'est dans le silence que la justice commence à s'épanouir. Ce que personne ne savait, c'est que j'avais déjà trouvé quelque chose. Une petite preuve, discrète, mais accablante. Je la gardais précieusement, attendant le moment propice. Car, au final, le temps est le meilleur allié de ceux qui ont appris à endurer. Et mon heure était proche. Pendant des jours, l'atmosphère du bureau sembla vibrer au rythme de ma présence, lourde, dense, comme si elle pressentait un événement imminent. Les rires qui résonnaient autrefois entre les bureaux étaient désormais plus étouffés. Les regards fuyaient. C'était comme si l'air avait appris à garder des secrets. Je parcourais les couloirs, sentant le bruit de mes pas résonner contre les murs, mes talons rythmant une tension sourde qui montait en moi. Les preuves que j'ai trouvées étaient minimes, presque insignifiantes pour quelqu'un qui ne savait pas quoi chercher. Un courriel oublié, un message malencontreusement effacé, un échange de confidences entre deux collègues qui se croyaient invisibles. Mais dans ce petit détail se cachait la vérité, claire, froide et cruelle. J'avais servi de bouc émissaire pour dissimuler une grave erreur, quelque chose qui risquait de ternir l'image de l'entreprise. Et pour cela, il leur fallait un coupable facile. C'est alors que j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement de racisme ou d'envie. Il s'agissait de pouvoir.
de qui a le droit à l'erreur et de qui doit être parfait pour être toléré. Moi, forte de mes années d'expérience, j'allais devenir le visage commode du scandale. Une femme noire d'une 60aine d'années, le bouc émissaire idéal, lorsque le système avait besoin d'un responsable. Les nuits étaient interminables. Je rentrais épuisé, mais l'esprit encore éveillé. Le tic-tac de l'horloge m'accompagnait comme un cruel rappel que le temps passait et que la vérité dormait toujours, tapie au fond de moi. Parfois, je me levais en pleine nuit, allumais la faible lumière de la cuisine et ouvrais mon ordinateur portable. Je repassais en revue chaque détail, chaque échange de courriel, chaque phrase suspecte. Et plus je lisais, plus j'étais glacé d'effroi. Le mensonge était si bien tissé qu'il paraissait réel, mais il suffisait d'un rien pour que tout s'effondre. Parfois, la peur m'envahissait. Et s'ils découvraient que j'étais au courant? Et s'ils essayaient de me faire taire? Cette peur avait une odeur, celle du papier brûlé qui s'échappait de l'imprimante quand je passais devant le bureau du proviseur. Cette même odeur de parfum bon marché mêlée à celle du café froid, qui me rappelait le jour de mon humiliation. C'était comme si tout l'environnement conspirait pour me mettre à l'épreuve, me provoquer, me pousser à bout. Mais il y avait aussi une lueur d'espoir. Fragile, subtile, mais bien réelle. À chaque nouvel élément de preuve, à chaque petit détail confirmant ce que je pressentais déjà, cette lueur se renforçait. Et je m'y accrochais comme on s'accroche à une brindille dans la tempête. Car la vérité, lorsqu'elle éclate, possède sa propre force. Le contraste entre ce que je montrais et ce que je ressentais était saisissant. En apparence, j'étais calme, poli et ponctuel. Mais intérieurement, chaque rencontre avec l'un des responsables me donnait l'impression d'être électrocuté. À leurs yeux, je voyais la femme paisible que j'avais toujours été. Ce qu'ils ignoraient, c'est que derrière ce sourire se tramait un plan d'une précision chirurgicale. Leurs expressions commencèrent à changer. Le ton de leur conversation aussi. Leur malaise était palpable, comme s'ils sentaient que quelque chose leur échappait. J'observais. Chaque mot, chaque regard, chaque silence. La vérité a une façon étrange de s'insinuer. Elle commence comme un murmure et finit comme un cri irrésistible. Et j'étais prêt à écouter chaque murmure jusqu'à ce que le son devienne impossible à ignorer. Le poids de l'injustice commença à transformer mon corps. L'épuisement se mêlait à une énergie nouvelle, presque fiévreuse. C'était comme si la douleur s'était muée en carburant. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne m'apitoyais plus sur mon sort. Je me sentais forte. La force d'observer, de comprendre, de choisir le bon moment. La peur qui m'avait jadis paralysée me guidait désormais, telle une boussole inversée pointant vers l'endroit précis où tout allait s'effondrer. Un soir, en éteignant la lumière de mon bureau, j'aperçus mon reflet dans la vitre. Le verre sombre révélait une femme qui n'était plus la même. Son regard exprimait autre chose, un mélange de sérénité et de fureur contenue. Je me fixai longuement et compris que la donne avait changé. Il ne s'agissait plus de laver mon nom, mais de prouver à quel point ils avaient sous-estimé quelqu'un qui avait appris à survivre en silence. Et c'est là, dans cette réflexion, qu'une idée a commencé à germer. Un plan subtil, simple, presque imperceptible, comme tout ce qui est vraiment dangereux. Un plan qui ne requiert ni cri ni effusion de sang, juste du temps. J'ai pris une profonde inspiration, éteint la lumière et laissé l'obscurité m'envelopper. Car parfois, c'est dans l'obscurité que la justice commence à se révéler. Les jours suivants, j'appris à dissimuler le feu qui brûlait en moi. Je saluais les gens d'un sourire contenu, sirotais mon café avec la même sérénité qu'auparavant, répondais aux appels et assistais aux réunions, tandis qu'intérieurement, chaque geste était une préparation silencieuse. Le monde autour de moi semblait indifférent à ce changement. Et c'était peut-être là mon plus grand atout. L'invisibilité qui m'avait auparavant nui était désormais devenue mon allié. J'ai commencé à observer plus attentivement les expressions de malaise à mon entrée dans la pièce, les chuchotements qui interrompaient les phrases qui s'évanouissaient comme par magie. C'était comme si ma simple présence créait un miroir gênant. Je voyais la peur dans leurs yeux, non pas la peur de ce que je pourrais faire, mais celle de ce que je savais déjà. Le pouvoir, parfois, réside précisément là, à laisser l'autre personne imaginer tout ce que vous avez découvert. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est de réaliser que, même face à l'injustice, mon cœur n'était pas empli de haine. Je ressentais quelque chose de plus profond, une sorte de tristesse sereine, comme celle de quelqu'un qui comprend enfin que certaines blessures ne sont pas là pour détruire, mais pour révéler notre véritable nature. Et cette compréhension a commencé à me fortifier.
Je n'étais plus la femme qui cherchait à prouver sa valeur. J'étais la femme qui avait découvert sa propre valeur, même lorsqu'on essayait de l'effacer. Un matin pluvieux, assise près de la fenêtre avec une tasse de café, je laissais le bruit de la pluie emplir le silence de la maison. Les gouttes frappaient lentement la vitre, comme si le temps lui-même m'invitait à respirer. Je fermais les yeux et imaginais chaque étape de mon plan. Les mots que tu prononcerais. Le moment précis. L'endroit exact où la vérité éclaterait. Le calme que je ressentis alors me surprit. C'était comme si la peur avait enfin changé de camp. Il y a une force particulière chez ceux qui apprennent à patienter. Le silence, jadis synonyme de soumission, était devenu ma stratégie. Chaque minute de silence était une corde qu'ils tiraient eux-mêmes. Et c'est alors que j'ai compris quelque chose qui m'a profondément marqué. La justice, lorsqu'elle se manifeste, n'a besoin d'aucun spectacle. Elle triomphe avec l'élégance d'une vérité indiscutable. Au travail, j'ai commencé à remarquer de petites fissures entre eux. Il y avait des disputes à voix basse, des regards suspicieux et des réunions annulées à la dernière minute. L'atmosphère était différente. Ce qui était autrefois une certitude commençait à se muer en doute. Et rien n'effraie plus ceux qui vivent d'apparence que la rumeur d'une révélation. Un de ces matins, j'ai croisé un des directeurs dans le couloir. Il a tenté de m'éviter, mais a fini par se retrouver face à moi. Son sourire était forcé, son regard fuyant. Je l'ai simplement salué calmement et j'ai continué mon chemin. Aucun mot n'était nécessaire. Mon silence en disait long. Et c'est à ce moment précis que beaucoup ressentent le besoin de soutenir cette démarche, laissant une trace silencieuse de l'impact du message. Car nous avons tous, à un moment ou un autre, porté le poids d'accepter quelque chose que nous ne méritions pas. Les nuits étaient à nouveau longues, mais d'une autre manière. L'angoisse avait disparu, remplacée par une douce attente. J'ai organisé les documents, examiné les preuves et me suis remémoré chaque conversation avec précision. Tout s'emboîtait parfaitement, comme les pièces d'un puzzle que je n'avais jamais demandé à voir assemblées, mais qui m'appartenaient désormais. Et plus je comprenais l'ampleur de leurs actes, plus il me paraissait évident que la vérité devait éclater, non par vengeance, mais par justice. Pourtant, quelque chose me troublait. Le souvenir de celle que j'étais avant tout cela. La femme qui croyait qu'être bonne suffisait pour être respectée. Dévouée, attachée aux règles, naïvement flattée. Cette femme vivait encore en moi, cherchant à comprendre quand le monde avait cessé d'être juste. Parfois, j'avais envie de la serrer dans mes bras, de lui dire qu'elle avait raison de croire. Que ce n'était pas sa faute d'attendre la réciprocité. Le contraste entre ces deux facettes de moi-même était douloureux, mais aussi libérateur. Je n'avais plus à choisir entre la gentillesse et la force. J'ai découvert que je pouvais être les deux à la fois. Que la gentillesse n'excluait pas le courage. Que la patience pouvait être une forme de résilience. Et, d'une certaine manière, cela m'a donné plus de force que n'importe quelle position ou reconnaissance. Je savais que le moment de vérité approchait. Je le sentais dans les détails, dans l'atmosphère pesante du bureau, dans l'agitation de ceux qui m'évitaient depuis des semaines, dans la façon dont ils murmuraient à nouveau mon nom dans les couloirs. C'était le genre de pressentiment qui précède l'orage. On le sent avant même d'entendre le tonnerre. Alors que tout autour de moi semblait se préparer à l'inévitable, quelque chose de nouveau naissait en moi. Une sensation mêlant calme et force, comme si l'univers lui-même respirait à l'unisson, attendant le moment précis pour révéler ce qui avait toujours été caché. Car chaque vérité, aussi silencieuse soit-elle, a son heure de gloire. Et la mienne approchait. Ce qui me tourmentait le plus, ce n'était pas le souvenir de l'humiliation, mais le silence qui suivit. Un silence qui avait sa propre sonorité, le bruit de pas qui s'évitent, de portes qui se referment lentement, de voix qui murmurent des noms sans oser dire la vérité. C'était un silence lourd, dense, presque palpable. Je le sentais se répandre dans toute la salle, envahir les allées, les tables et tous les regards. Et au milieu de ce silence, je restais là, imperturbable, presque invisible, mais les yeux grands ouverts pour ne pas être ignoré. Cette attente avait quelque chose de paradoxal. D'un côté, la peur, l'incertitude de l'avenir, le poids qui continuerait de peser sur moi. De l'autre, l'espoir, le sentiment que, même au milieu de l'injustice, je devenais quelqu'un de plus grand. C'était comme marcher sur un sol de verre. Chaque pas devait être calculé, chaque mouvement mesuré. Mais il y avait aussi de la clarté, de la transparence, la promesse de tout voir clairement au terme du voyage. Les matins suivants, j'ai commencé à remarquer les détails. Le bruit de l'ascenseur à son arrivée, le cliquetis des stylos,
le ton contrôlé de la conversation. Tout semblait normal, mais une atmosphère différente régnait, une tension palpable transparaissait dans leurs gestes. Ils savaient que quelque chose n'allait pas, sans savoir quoi. Cette incertitude fut le premier signe qu'ils avaient perdu le contrôle. Je n'avais rien à faire. Il me suffisait d'exister. Parfois, la vengeance commence ainsi, lorsqu'on apprend à occuper l'espace qu'on nous a refusé. Lorsque notre simple présence devient gênante pour ceux qui nous traitaient comme des objets jetables. Et c'est ce que j'ai compris. Leur malaise était la preuve que je n'étais plus prisonnière de la peur. Mais il y a eu des moments où j'ai éprouvé de profonds regrets. Je repensais aux petites marques d'affection d'antan, aux sourires qui semblaient sincères, aux conversations anodines du week-end. C'était étrange de réaliser que la trahison pouvait aussi naître de la vie commune. Qu'il fallait être si proche pour souffrir si profondément. Et pourtant, ce souvenir ne m'a pas fait reculer. Il m'a rappelé pourquoi je devais persévérer. Chez moi, les nuits étaient longues et silencieuses. Je laissais la lumière allumée dans le salon et observais les ombres se mouvoir sur les murs, comme si la maison respirait avec moi. Le carnet où j'avais noté chaque détail du plan était posé sur la table. Les pages étaient jaunies par le temps, l'encre presque effacée, mais le contenu était vivant, vibrant. Des noms, des dates, des liens. Tout y était, méticuleusement consigné. Parfois, je passais mes doigts sur les lignes écrites, comme si je touchais une cicatrice, me rappelant que chaque mot représentait une blessure, mais aussi une force. Jour après jour, la frontière entre la peur et le courage s'estompait. Je ne savais plus si mes tremblements étaient dus à la nervosité ou à la détermination. C'était un mélange dangereux, mais aussi libérateur. Car, au fond de moi, je le savais déjà, le pire était passé. Ce qui allait suivre ne serait plus la souffrance, mais les conséquences. Je me souviens d'un coucher de soleil en particulier. Le ciel était teinté de rouge, l'air était humide après la pluie, et j'étais debout près de la fenêtre du bureau, à regarder les gouttes glisser sur la vitre. Il y avait quelque chose de symbolique dans cette scène, la purification qui suit la tempête, ce moment où le monde semble suspendu entre chaos et calme. Et c'est alors que j'ai compris que la vérité est elle aussi ainsi. Elle commence par la destruction, mais s'achève par la purification. Quelque chose s'éveilla en moi. Une force silencieuse qui ne recherchait plus la vengeance pure et simple, mais une justice empreinte de dignité. Je ne voulais pas seulement voir les coupables tomber. Je voulais qu'ils comprennent la gravité de leurs actes. Qu'ils ressentent la honte dans les yeux de ceux qu'ils avaient jadis admirés. Qu'ils comprennent que l'humiliation a un prix, et que ce prix allait bientôt être payé. Parfois, je me surprenais à imaginer l'avenir. Le moment de la révélation, la réaction de chacun, le murmure qui se répandrait dans les couloirs. Il y avait une étrange beauté dans cette image. Ce n'était pas le plaisir de les voir souffrir, mais le sentiment d'un équilibre retrouvé. Comme si l'univers, après tant de temps, avait décidé de régler ses comptes. Et pourtant, un pressentiment me disait que ce ne serait pas facile. Qu'avant sa chute, je devrais affronter quelque chose en moi. La vieille peur, le poids de la méfiance, la culpabilité d'avoir trop cru. Car parfois, la véritable libération ne consiste pas à exposer l'autre, mais à ne plus laisser ses actes continuer à nous définir. La nuit tombait lentement, et les bruits lointains de la ville me rappelaient que le monde continuait de tourner, indifférent à ce qui allait se produire. Mais, à l'intérieur, tout s'accélérait. C'était comme si un courant électrique me parcourait le corps, anticipant l'inévitable. Ce qui était resté caché si longtemps allait enfin se révéler. Et c'est là, dans le silence et le souffle retenu, que j'ai compris, l'heure approchait. Je le sentais dans l'air, dans les lumières éclatantes, dans le murmure des murs. Le moment de tout révéler était sur le point d'arriver. Et quand il serait là, rien, absolument rien, ne pourrait l'arrêter. Cette semaine-là, le temps semblait interminable. Les heures au bureau s'égrenaient lentement, l'horloge tournant à un rythme presque cruel. Chaque seconde me rappelait que le secret que je gardais palpitait, prêt à briser le silence. L'atmosphère avait changé, non seulement pour moi, mais pour tous. C'était comme si une ombre invisible planait sur chaque conversation, chaque réunion. Personne ne savait exactement ce qui se passait, mais chacun sentait que quelque chose allait basculer. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des visages anxieux, des gestes retenus, des sourires forcés. Ces mêmes personnes qui m'avaient évité ne savaient plus comment se comporter. Certaines essayaient d'être excessivement aimables, d'autres faisaient semblant de ne pas me voir. L'hypocrisie flottait dans l'air, cette même odeur de parfum trop sucré, qui tentait de masquer la culpabilité.
Il était presque poétique d'assister à ce renversement silencieux. La femme ignorée et incrédule était désormais au centre du malaise général. Mais à l'intérieur, le contraste était tout autre. J'oscillais entre le calme et la tempête. Par moments, tout semblait sous contrôle, et à d'autres, mon cœur s'emballait à la simple pensée de ce qui allait arriver. À chaque pas, à chaque regard, je sentais la tension monter, comme une corde comptant lentement. La peur et la colère s'entremêlaient, chacune cherchant à dévorer l'autre, et je vacillais entre elles comme quelqu'un traversant un pont étroit au-dessus d'un abîme. Chez moi, le reflet de la lampe sur le mur projetait mon ombre de façon allongée et déformée. Étrangement, cette image semblait refléter exactement ce que je ressentais. J'étais là, entière, mais certaines parties de moi ne correspondaient plus à la même forme. La femme humiliée n'existait plus de la même manière. La douleur avait façonné une autre version d'elle-même, plus attentive, plus affirmée, moins encline à céder. Je me souviens d'une nuit en particulier. Assise dans mon lit, je posais mes mains sur les draps frais. Le silence était si profond que j'entendais les bruits lointains de la ville, mêlés aux battements réguliers de mon cœur. Je fermais les yeux et tentais d'imaginer la suite. La vérité apporterait-elle le soulagement ? Ou ne ferait-elle que rouvrir de nouvelles blessures ? Ce doute me poursuivait comme une ombre fidèle. L'idée de justice était à la fois réconfortante et terrifiante. Car lorsque les mensonges sont mis à nu, le monde entier se doit de se réorganiser. Dans les jours qui suivirent, je commençais à comprendre que le changement était déjà en marche, avant même toute révélation. Le regard des gens sur moi avait changé. Il y avait du respect, certes, mais aussi une sorte de curiosité malaisante, presque craintive. Comme si j'avais franchi une frontière invisible et que j'habitais désormais un territoire où peu oseraient s'aventurer. C'était étrange, mais, d'une certaine manière, libérateur. Les matins étaient les plus difficiles. Le soleil filtrait par la fenêtre du garde-manger et éclairait le sol de façon irrégulière, créant des zones d'ombre et de lumière. J'observais souvent ce contraste quelques secondes avant de sortir. C'était comme si l'univers lui-même cherchait à me rappeler que la vérité est aussi faite de cela, de lumière et d'ombre, et que l'équilibre n'est possible que si l'on accepte les deux. Certains souvenirs sont revenus sans prévenir. Les rires à mes dépens, les regards méprisants, les mots prononcés sur un ton moqueur. Autant d'étincelles de mémoire qui, au lieu de me blesser, me donnaient du courage. Chaque souvenir me confirmait mon objectif. Je n'allais détruire personne. J'allais rétablir l'ordre. Parfois, la peur me hantait encore. Elle s'insinuait doucement, camouflée, comme le vent qui souffle par une fenêtre entr'ouverte. Je la sentais me traverser, cherchant à semer le doute, à me convaincre d'abandonner. Mais un simple regard sur mes mains, sur les marques du temps, sur les veines qui racontaient l'histoire d'une vie d'effort, suffisait à raviver mon courage. Il n'était plus possible de reculer. Le silence, si confortable fût-il en apparence, n'était plus un refuge. C'était une prison. Je me suis surprise à observer le monde différemment. Des gens courant dans les rues, des couples bavardant aux terrasses des cafés, des sourires distraits aux fenêtres des bus. Tout semblait si lointain, et pourtant si humain. J'ai compris que, d'une certaine manière, l'injustice que j'avais subie était le reflet de quelque chose de plus vaste. Un mécanisme qui tente de faire taire ceux qui sont différents, ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Et, un instant, j'ai même éprouvé de la compassion pour ceux qui m'avaient fait du mal. Car seuls ceux qui vivent d'apparence peuvent avoir si peur de la vérité. Le temps semblait interminable, mais la fin approchait. Je le sentais. La tension n'était plus seulement intérieure, elle était partout. Dans la sonnerie du téléphone, dans le souffle des passants, dans le silence avant chaque conversation. C'était comme si chacun était au bord de l'indicible. Et dans cette attente silencieuse, j'ai compris quelque chose d'encore plus profond. Ce que j'allais révéler n'était pas qu'un secret d'entreprise. C'était la preuve vivante que le silence a aussi ses limites. Que la dignité, poussée à l'extrême, trouve toujours le moyen de s'exprimer, ne serait-ce que par un geste qui rompt le silence. L'air semblait plus lourd cette nuit-là. J'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration et senti le poids de ce qui allait arriver. Ma respiration était superficielle, haletante, comme si l'univers lui-même retenait son souffle avec moi. Quelque chose d'important allait se produire. Et à cet instant, suspendu entre la peur et le courage, j'ai su, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant que mon réveil ne sonne. La lumière, encore faible, filtrait à travers les rideaux et laissait des traînées lumineuses sur le sol, comme si quelqu'un avait tracé des chemins sur le carrelage.
J'ai contemplé ces lignes un moment, essayant de deviner sur laquelle je posais le pied. Mon corps aspirait à la stabilité, mon âme au mouvement. Il était étrange d'exister entre ces deux désirs. Je me suis levé lentement, sentant le poids du drap glisser le long de mes jambes, la moquette rêche sous mes pieds. J'ai préparé le café comme on accomplit un rituel. L'arôme s'est élevé doucement, embaumant la maison, et un instant, j'ai repensé à la cuisine de ma mère. Une cocotte en fonte, une radio à faible volume, une voix assurée. Une dignité palpable. En allant au travail, le bus me semblait plus bruyant que d'habitude. Des enfants riaient au fond, un garçon somnolait contre la vitre, une femme tenait un sac de légumes avec la délicatesse de quelqu'un qui protège quelque chose d'exceptionnel. Je contemplais mon reflet dans la vitre et vis deux versions de moi-même superposées, celle qui portait encore la blessure et celle qui arborait déjà la cicatrice. Leur respiration semblait synchronisée. La ville défilait à l'extérieur, avec ses immeubles gris et ses murs couverts de graffitis, et j'eus l'impression que nous tentions tous de rester debout au milieu d'un monde déjà transformé. Au bureau, la lumière blanche du plafond accentuait la gravité de l'atmosphère. Le bruit des clés, de l'imprimante, du téléphone qui sonnait sur le bureau à côté de moi. Chaque son semblait souligner des phrases que personne n'osait prononcer. Une collègue commentait toujours mes cheveux d'un ton flatteur qui sonnait presque comme une question. « Comment fais-tu pour qu'ils soient si volumineux ?» J'esquissais un sourire. Ce n'était pas le jour pour enfoncer des portes ouvertes. Je n'étais plus disposé à traduire mon existence en subtilité. La maturité a cette capacité d'endurcir la surface tout en gardant le cœur chaleureux. J'étais exactement cela, une peau ferme, un cœur ardent, et je me maîtrisais. J'ai passé la matinée plongé dans les rapports. Les tableurs sont devenus un refuge. Les chiffres ne dissimulent pas les intentions, ils ne répètent pas les blagues, ils ne feignent pas la générosité. Ils sont directs. Et c'est entre les colonnes et les graphiques que je me suis souvenu de mon parcours. Comment j'avais appris à ménager ma voix quand l'atmosphère se refroidissait. Comment je croisais les bras pour éviter que l'on prenne ma fermeté pour de l'agressivité. Comment je prenais une grande inspiration quand un collègue me demandait de sourire avant l'arrivée d'un client. J'ai essayé d'écouter ma propre respiration par-dessus tout cela et j'y ai trouvé un son constant, persistant. Il était toujours là, en moi. À midi, je suis descendu dans la rue. Le vent portait l'odeur de la pluie et les arbres du trottoir se balançaient dans un murmure silencieux. Assise sur un banc, j'ai passé en revue mentalement tout ce que j'avais préparé. Date, adresse email, noms exacts, heures précises. Je savais qu'un seul coup suffirait à tout faire s'écrouler. Mais je savais aussi que, simultanément, la poussière des vestiges retomberait sur moi. Gain et perte s'entremêlant. Justice et épuisement, main dans la main. Je suis retourné à mon bureau et j'y ai trouvé un mot anonyme. Il faut qu'on parle de la présentation. Je l'ai lu 2 fois. Trop neutre pour être un simple message de travail. Trop fade pour masquer l'attention. Je n'ai pas tremblé. Au lieu de cela, j'ai ouvert le fichier que j'avais préparé avec soin. Les données parlaient pour moi. Les courbes de tendance soulignaient la vérité qu'ils avaient tenté de me faire passer pour un défaut. J'avais choisi une police discrète, une palette sobre. Rien de criard. La révélation réside dans le contraste, la lumière qui pénètre peu à peu jusqu'à ce que l'ombre soit impossible à simuler. L'après-midi, tout le monde s'agitait, comme pressé par le temps. Le directeur traversa le couloir et détourna le regard. Un autre responsable, celui qui avait fait la blague le jour de l'accident, m'appela « chérie », avec une chaleur qui blessait plus qu'une moquerie. C'est étrange comme, à l'approche de la fin, le monde se met à murmurer des appels à la paix. Il n'y eut pas de paix. Il y eut des costumes-cravates. Et je m'y suis appuyé comme on s'appuie contre un arbre centenaire. De temps à autre, une peur sournoise me saisissait, comme un souffle froid entre les fissures. Et si, au moment du changement, il tentait de me faire taire ? Et si le poids de mon nom, de ma peau, de mon âge, se retournait contre moi comme une vieille arme sortie du placard ? Je respirais par le ventre, comme je l'avais appris lorsque la vie m'avait forcé à être mon propre ancrage. J'avais traversé des tempêtes bien plus violentes. Celle-ci n'était que la plus récente. La différence, c'est que maintenant, je n'avais plus les yeux bandés. Avant de partir, je suis passé à la salle de bain et me suis lavé le visage. L'eau froide a dessiné une carte sur ma peau. Je me suis regardé dans le miroir. Je n'y ai pas vu une victime. J'y ai vu une archive vivante de décision. J'ai revu le visage de ma fille, petite, se demandant pourquoi j'étais rentré si tard. J'ai revu les mains de ma mère m'apprenant que le respect n'est pas un don, c'est une limite.
Et j'ai vu la femme que j'étais devenue, le temps gravé dans mes rides et une délicatesse cachée au coin de mes yeux. J'ai esquissé un sourire édenté, du coin de l'œil seulement, ce sourire qui dit « Je sais ». En sortant, le ciel avait enfin déversé la pluie annoncée plus tôt. L'asphalte reflétait les immeubles comme un lac sombre, et chaque phare ressemblait à une étoile filante. Je resserrai mon manteau et continuai mon chemin. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un court message direct. Assemblée générale demain à 8 heures. Présence obligatoire. Mon cœur s'emballa. Puis il retrouva son rythme. Chez moi, j'ai laissé mon parapluie ouvert dans un coin pour qu'il sèche. La lumière du salon était jaune et chaleureuse. J'ai mis une vieille chanson, une de celles qui me rappelle l'odeur d'une maison propre. Je me suis assise devant mon carnet et d'une écriture ferme, j'ai écrit ce que je devais retenir pour le lendemain. Parle doucement. Fais preuve de force. Regarde-moi dans les yeux. J'ai refermé le carnet et posé mes mains dessus comme pour sceller un pacte. J'éteignis les lumières et restai un instant dans l'obscurité, écoutant la pluie se réduire à un léger clapotis. Le silence revint, mais cette fois, il était différent. Ce n'était pas le silence qui me réduisait au silence. C'était le silence qui précède le premier accord. Je pris une profonde inspiration. La nuit semblait ne tenir qu'à un fil. Et, pour la première fois depuis longtemps, je souhaitais que l'aube passe vite, non pas qu'elle s'échappe, mais qu'elle arrive. Le reste, je le savais, était à portée de main. Le lendemain matin arriva avec une précision presque cruelle. L'air semblait plus lourd, comme si le vent lui-même pressentait un événement. La ville s'éveillait à peine, mais à l'intérieur, tout était déjà réveillé depuis longtemps. Je m'habillai calmement, sans hâte, chaque geste calculé comme le déplacement d'une pièce d'échecs. Le miroir reflétait une étrange sérénité. Ce n'était pas la paix, c'était la préparation. En entrant dans le bureau, le couloir me parut interminable. Les lumières au plafond projetaient des ombres diffuses sur les murs, et le bruit de pas résonna comme un avertissement. Un murmure étouffé, une anticipation palpable, planait dans l'air. Tout le monde était au courant de la réunion prévue, mais personne ne savait ce qui allait s'y dire. Et c'était exactement ce que je souhaitais. Pour la première fois, j'avais le contrôle. Assise à mon bureau, j'ouvris le classeur en cuir où je rangeais mes documents. Chaque page représentait non seulement une preuve, mais aussi le rappel de ce que j'avais enduré en silence. Les dates, les courriels, les signatures, tout y était. Simple, direct, impossible à nier. Il était étrange de penser que ce même calme qui m'animait à présent était celui qu'ils avaient pris pour de la faiblesse. C'est dans cette tromperie que j'ai puisé ma force. En attendant leur convenu, je fixais mon reflet dans la vitre. Dehors, le ciel était partagé entre nuages gris et clairs. Cette dualité semblait traduire ce que je ressentais. Un mélange de peur et de libération, de perte et de victoire. Je savais que si j'ouvrais la bouche, plus rien ne serait comme avant. Il y aurait des conséquences, pour eux comme pour moi. Mais il y a des moments dans la vie où la vérité est plus légère que le silence. Les minutes s'égrenaient lentement jusqu'à ce que la voix de la secrétaire résonne dans le couloir, appelant tout le monde dans la salle principale. Je me levai lentement, pris ma mallette et m'y dirigeai. Le sol froid, le grincement des chaises, le froissement des papiers, tout semblait se dérouler au ralenti. Dès que je franchis la porte, des regards se braquèrent sur moi comme des projecteurs. Certains étaient curieux, d'autres nerveux, d'autres encore feignaient l'indifférence. Le patron n'était pas encore arrivé, mais son absence se faisait cruellement sentir. L'atmosphère était tendue, presque électrique. Et c'est dans ce silence que j'ai compris quelque chose. L'attente est aussi une arme. Plus le temps passait, plus la peur m'envahissait. Je voyais le malaise grandir dans chaque geste. Les gens feuilletaient des papiers inutilement, croisaient les bras, regardaient leur montre. C'était comme assister à la répétition involontaire de leur propre chute. Quand il entra, la pièce parut se rétrécir. Il avait cette présence qui inspire le respect, mais qui dissimule aussi la fatigue. Il me regarda une seconde de trop, puis les autres. Il parla peu, comme s'il souhaitait que le temps apaise ce que les mots ne pouvaient exprimer. Mais le temps ne lui appartenait plus. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ouvert le dossier. Le bruit du fermoir métallique était discret, mais il résonnait comme un coup de tonnerre. J'ai posé les papiers sur la table. Je n'avais pas besoin de longs discours, les signatures, les courriels, les feuilles de calcul manipulées parlaient d'eux-mêmes. À chaque ligne qui apparaissait, la pièce semblait se rétrécir encore davantage. Je voyais des yeux écarquillés,
des paumes moites, des expressions qui tentaient de se reprendre. Et malgré tout, je suis resté calme. Le contraste était frappant. Tandis qu'il tremblait, j'existais, tout simplement. Tandis qu'il tentait de se justifier, je me contentais d'écouter. Tandis qu'il cherchait des raccourcis, je restais inébranlable. Car j'avais appris que la force de ceux qui ont été humiliés réside précisément dans leur capacité à rester entier quand l'autre s'effondre. C'est à ce moment précis que j'ai compris quelque chose que je n'avais peut-être jamais compris auparavant. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de rétablir l'équilibre du monde. Je ne voulais pas les voir anéantis, je voulais les voir mis à nu. Je voulais que l'écho même de leurs actes soit leur propre châtiment. Je voulais que les rires d'antan se muent en le silence pesant du présent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand j'ai eu fini de parler, personne n'a osé m'interrompre. L'atmosphère était lourde, mais limpide. Comme si la vérité avait envahi la pièce telle une brise inattendue. Le propriétaire de l'entreprise a examiné les documents, a pris une profonde inspiration et a prononcé une phrase courte, ferme et inoubliable. Cela n'aurait jamais dû arriver. Ces simples mots étaient plus puissants que n'importe quelle excuse. Ils n'effaçaient pas la douleur, mais ils scellaient la reconnaissance. Et moi, si souvent ignoré, j'étais désormais au centre de l'attention, non pas à cause de la douleur, mais grâce au courage de l'affronter. Un long silence suivit. Ce silence qui n'étouffe pas, mais libère. Et en observant chaque visage devant moi, je compris que nous avions tous, d'une manière ou d'une autre, changé. Aucun de nous ne quitterait cette pièce inchangée. Et c'est peut-être pour cela que, lorsque je repense à ce jour, je brûle encore de savoir ce que vous, qui m'écoutez maintenant, auriez fait à ma place. Car il est facile de parler de justice quand elle n'a pas votre visage, votre histoire, votre poids. Mais lorsqu'elle devient personnelle, elle exige bien plus que du courage. Elle exige la vérité. Et la vérité, à ce moment précis, était enfin révélée. Mais il y avait encore quelque chose à venir. Quelque chose que personne, pas même moi, n'aurait pu prévoir. Après la réunion, l'atmosphère avait changé. Les gens quittaient la salle en silence, comme s'ils avaient oublié leur propre langue. Je suis resté là quelques secondes, observant les chaises empilées à la hâte, les papiers éparpillés sur la table, le verre d'eau encore à moitié vide. C'était étrange. Cet espace qui m'avait autrefois fait me sentir si petite semblait maintenant encore plus petit, rétréci par ce qui avait finalement émergé. Je n'avais pas besoin d'élever la voix, je n'avais pas besoin d'exiger le respect. La vérité, nue et tangible, avait déjà fait le travail pour moi. Mais la suite fut inattendue. À mesure que le calme revenait, je compris que la justice avait aussi un prix. Les réactions furent immédiates. Certains tentèrent de s'approcher, feignant l'inquiétude, comme s'ils n'avaient jamais été impliqués. D'autres détournaient le regard dans les couloirs, incapables de supporter leur propre reflet. Le propriétaire de l'entreprise, celui qui, jusqu'alors, ne m'avait vu que comme un nom sur une feuille de calcul, commença à me regarder avec une sorte de respect silencieux, le même respect qu'il réservait à ceux qui avaient survécu à une épreuve qu'il n'aurait jamais eu le courage d'affronter lui-même. Pourtant, aucune satisfaction ne m'envahissait. Ce que je ressentais était plus profond, plus lourd. C'était comme si une porte s'était ouverte et qu'un vent violent avait tout bouleversé. Mes souvenirs, mes certitudes, même le sentiment de victoire. Je passais des nuits à repasser en boucle ce qui s'était passé, à essayer de comprendre si cette révélation m'avait libéré ou si elle n'avait fait que déplacer ma prison. Car lorsque le masque tombe, il ne reste que la dure réalité, et elle n'est jamais simple. Les jours suivants, l'atmosphère du bureau se transforma en un miroir déformant. Les murmures qui m'avaient tant blessé n'étaient plus que des bruits lointains. Le vrombissement des imprimantes, le cliquetis des claviers, les pas pressés dans le couloir, tout semblait résonner différemment. On me regardait avec méfiance, comme si l'on craignait de briser quelque chose. Je percevais dans chaque geste le malaise de quelqu'un contraint de voir ce qu'il avait toujours feint d'ignorer. Au cœur de ce nouveau panorama, j'ai fait une découverte essentielle. L'exposition n'était pas une fin, mais un commencement. C'était comme éclairer une vieille pièce à pleine lumière. Non seulement cela éclaire, mais cela révèle la poussière, les fissures, ce qui se cachait dans les interstices. J'ai perçu, pour la première fois, les dynamiques silencieuses qui animaient ce lieu, les jeux de pouvoir, les alliances fragiles, la peur déguisée en respect. Et j'ai compris que l'humiliation que j'avais subie n'était pas seulement personnelle, mais qu'elle s'inscrivait dans un système tout entier qui prospérait grâce au silence. Le contraste était saisissant. D'un côté, la sensation de liberté, de l'autre, le poids des responsabilités qui l'accompagnaient. Car désormais, tous les regards étaient tournés vers moi.
Certains avec admiration, d'autres avec suspicion, d'autres encore avec une sorte d'envie amère. La femme qui avait été invisible était devenue un miroir, et tous ne supportent pas de se voir reflétés dans la force d'autrui. J'essayais d'agir naturellement, mais la tension persistait en moi. Certains jours, je me réveillais légère, persuadée que tout cela en avait valu la peine. D'autres jours, la peur revenait, murmurant des questions auxquelles je ne pouvais répondre. Étais-je allé trop loin? Était-il possible de recommencer là où j'avais été blessé? Mon corps portait ces questions comme des cicatrices, visibles seulement pour ceux qui avaient vécu une expérience similaire. Un après-midi, alors que le soleil inondait mon bureau d'une lueur dorée, je réalisais que tout l'espace s'était transformé en une scène silencieuse. Moi, au centre, je sentais les regards peser sur moi. C'était comme me retrouver au cœur d'une chorégraphie que j'avais moi-même initiée, mais désormais seule. Et, étrangement, il y avait une certaine beauté dans ce malaise. Car tout véritable changement est ainsi. Il commence par une rupture, puis une restructuration. Le propriétaire de l'entreprise m'a convoqué dans son bureau en fin de journée. La lumière était plus fraîche, l'air plus calme. Il m'a remercié sans détour, affirmant que mon courage avait révélé quelque chose que tout le monde savait, mais que personne n'osait dire. Un instant, j'ai perçu de la lassitude dans son regard, peut-être du regret, peut-être du respect. Et c'est alors que j'ai compris que l'impact de mes actes dépassait largement ma personne. Ils avaient ébranlé des structures entières, des personnes habituées au silence par commodité. Je quittai la pièce et descendis lentement le couloir désert. Les lumières vacillaient, projetant des ombres sur le sol. J'avais l'impression de marcher entre deux mondes, le passé, qui cherchait encore à m'attirer, et l'avenir, qui s'ouvrait devant moi avec ses incertitudes. Le bruit de mes pas était le seul que j'entendais, ferme, régulier, comme si chacun marquait le rythme de la vie nouvelle qui commençait à naître. Arrivé à la porte de sortie, je m'arrêtai un instant. Je me retournai et vis le reflet du bureau dans la vitre, ce même lieu qui m'avait jadis écrasé, désormais petit, presque inoffensif. Dehors, il commençait à pleuvoir, une fine pluie froide, mais je pris mon temps. Je laissai les gouttes tomber sur moi, dissipant la tension persistante qui me parcourait la peau. C'est à ce moment précis que j'ai compris que la justice n'apporte pas la paix immédiate. Elle apporte la clarté, et la clarté, parfois, fait plus mal que la blessure elle-même. Mais même si elle fait mal, elle est libératrice. Car une fois qu'on a vu ce qui était caché, il n'y a pas de retour en arrière. Et d'une certaine manière, c'est ce qui effraie le plus le monde, voir une femme noire, adulte et fière, marcher sous la pluie, sans avoir besoin de parler, simplement exister. Et tandis que la ville s'écoulait autour de moi, j'eus l'étrange impression que l'histoire n'était pas encore terminée. Que cette fin n'était qu'une pause avant la suite. Et dans le silence de la rue mouillée, je compris. Parfois, le véritable tournant ne se produit pas sous les yeux des autres, mais en nous-mêmes, à l'instant précis où la douleur cesse d'être un fardeau et se transforme en force. Les jours suivants, la pluie semblait s'acharner. Même lorsque le soleil pointait le bout de son nez, l'air était toujours lourd d'humidité, comme si le monde respirait plus lentement. Je marchais dans les rues avec la même prudence que quelqu'un qui marche sur des tessons de verre, attentive à chaque pas, à chaque regard. Le silence des gens autour de moi ne me blessait plus comme avant. Il était devenu un témoin. Et pour la première fois, je n'avais plus besoin de m'expliquer. Le bureau fonctionnait toujours, mais quelque chose avait changé. Le bruit des claviers était le même. L'odeur de café brûlé flottait encore au crépuscule. Mais l'atmosphère était différente. C'était comme si chacun tentait de s'adapter à une nouvelle gravité, et que j'étais l'axe autour duquel tout gravitait. Certains collègues s'approchaient avec des sourires timides, louant mon courage. D'autres gardaient leur distance, avec le malaise de ceux qui craignent le reflet que projette la vérité. J'ai tout observé calmement. J'ai appris qu'après une tempête, le calme n'existe plus. Il faut prendre conscience des dégâts. Les murs mouillés, le sol encore glissant, l'air trop lourd pour respirer. La même chose m'est arrivée. Ce que j'ai vécu m'a donné de la force, mais aussi des cicatrices qui apprenaient encore à se former en moi. Parfois, la nuit, je revivais la scène de la réunion, comme si le bruit du dossier qu'on refermait résonnait encore dans les profondeurs de ma mémoire. Et pourtant, j'éprouvais une étrange paix, sachant que j'avais fait ce qu'il fallait. Je comprenais que la justice ne se manifeste pas par un cri, mais par un mouvement lent, presque imperceptible, qui réorganise silencieusement les choses. Chaque regard respectueux à mon égard était une pièce du puzzle. Chaque geste discret confirmait que le changement était en marche, même si personne ne l'évoquait ouvertement.
Le propriétaire de l'entreprise a commencé à changer de comportement. De petits changements, subtils. Une nouvelle politique de transparence. Une réunion avec toutes les femmes de l'équipe pour discuter des promotions. Un discours sur la méritocratie qui, pour la première fois, semblait avoir un véritable impact. J'observais de loin, partagé entre scepticisme et espoir. Je savais qu'une véritable transformation prend du temps et n'intervient souvent que lorsque le malaise devient trop fort pour être ignoré. Mais malgré tous mes efforts pour regarder devant moi, une douleur intérieure persistait. C'était comme une lumière trop vive dans l'obscurité. Elle éclairait ce que j'avais besoin de voir, mais me laissait aussi un profond malaise. À chaque nouvelle marque de respect, je me souvenais des fois où il m'avait été refusé. L'esprit peut parfois être cruel. Il s'obstine à revenir au moment où nous avons souffert, même à des kilomètres de distance. Un après-midi, alors que le vent soufflait contre la fenêtre du bureau, je me suis surprise à contempler mon ombre se reflétant sur le mur. Une ombre immuable, constante. Longtemps, j'ai craint de disparaître, que mes actes ne laissent aucune trace. Mais elle était là, la preuve silencieuse que tout ce que j'avais vécu avait un poids, une forme, une existence. L'ombre était le vestige de la lumière qui, à présent, m'atteignait. Dans les couloirs, les gens marchaient plus lentement, pesant leurs mots. C'était curieux de voir comment leur peur avait évolué. Avant, c'était moi qui craignais le ridicule, l'élimination. Maintenant, c'était eux qui avaient peur de franchir la ligne et de manquer de respect. Je ne cherchais pas à me venger, je cherchais l'équilibre. Et peut-être que cet équilibre, c'est de voir les autres comprendre, même tardivement, la valeur des limites que l'on a fixées. Parfois, le doute persistait. Et si tout cela n'avait servi à rien? Et si, au fond, rien ne changeait vraiment? Mais je me souvenais alors de ce que ma mère me disait quand j'étais enfant. Même une graine tombée sur une pierre brisée trouve le moyen de germer. Et c'était exactement ce que je ressentais. Peu importait que la terre soit aride. J'avais germé. Un soir, alors que je rentrais chez moi à pied, la ville me parut plus calme que d'habitude. Les réverbères se reflétaient dans les flaques d'eau, et chaque pas laissait apparaître de petites ondulations rondes, presque hypnotiques. Je m'arrêtai un instant et levai les yeux. Le ciel était dégagé, et une immense lune jaunâtre planait au-dessus des immeubles. Je repensais à tout ce que j'avais vécu, les paroles blessantes, les rires dans mon dos, la peur déguisée en hiérarchie. Je repensais aussi à toutes les fois où j'avais retenu mes larmes pour ne pas leur donner le plaisir de me voir m'effondrer. Et là, sous cette lumière sereine, j'ai compris que le temps m'avait façonné d'une manière qu'il ne comprendrait jamais. Ma douleur était devenue architecture. Ma patience, acier. Ma voix, désormais, résonnait. Mais même au plus fort de cette prise de conscience, quelque chose planait, quelque chose d'indéfinissable. L'histoire semblait refuser de se terminer. Comme s'il restait une dernière page à écrire, un dernier regard à échanger, une dernière réponse attendant le moment propice. Arrivé devant la porte, j'ai hésité avant d'entrer. Je sentais quelque chose, quelque part, encore en mouvement. Ce n'était pas de la peur. C'était une sensation. Le genre de sensation qui précède un nouveau tournant. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai saisi la poignée, et pendant un instant, le monde entier a semblé retenir son souffle avec moi. Tout était trop silencieux. Et au fond de moi, je le savais, le silence est toujours le prélude à quelque chose. En ouvrant la porte d'entrée, le bruit du loquet me parut différent, plus doux, comme si quelque chose en moi s'était enfin connecté au monde. L'air était chaud, embaumé d'un léger parfum de café oublié dans le thermos. Je m'assis dans le fauteuil du salon, celui-là même qui m'avait vu pleurer en silence tant de fois, et je fixai l'horloge au mur. L'aiguille avançait lentement, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas pressé. Le silence qui m'effrayait autrefois était devenu un refuge. Il ne hurlait plus les souvenirs. Il abritait simplement la nouveauté. Et cette nouveauté, je le compris, ne venait pas de l'extérieur. Elle grandissait en moi, lentement mais sûrement, comme une racine qui perce le béton. Cette nuit-là, la peur ne vint pas me hanter. Aucun fantôme du passé ne frappa à ma porte. Il n'y avait que moi, ma respiration et la certitude d'avoir survécu. Le lendemain, le soleil filtrait à travers les rideaux et inondait la pièce d'une lumière dorée. Le sol scintillait. Et dans cette simple lueur, je vis le symbole de tout ce qui avait changé. Ce même sol qui avait jadis amorti mes chutes reflétait désormais ma force. Parfois, la vie ne change pas de décor, mais de perspective. Et ce qui était jadis douleur devient soudain territoire conquis. Je suis retourné au travail,
Mais quelque chose d'essentiel avait changé. On me regardait toujours, mais d'un autre œil. Un regard mêlant respect et curiosité, peut-être même admiration. Je n'avais pas besoin d'élever la voix ni de me blinder. Il me suffisait d'exister pleinement. Il me suffisait de ne plus jamais baisser la tête. Il me suffisait d'être. Et cette prise de conscience m'a traversé comme une révélation silencieuse. La dignité, une fois retrouvée, a le pouvoir de réécrire toute une histoire sans avoir à rien effacer. En fin d'après-midi, le propriétaire de l'entreprise me rappela dans son bureau. L'atmosphère était différente. Les mots, auparavant empreints de gravité, s'écoulaient désormais avec précaution. Il me remercia de mon courage et me dit que mes actions avaient véritablement transformé l'environnement. Il parla de respect, d'éthique, de la valeur de celles et ceux qui, dans l'ombre, ont toujours soutenu le travail des autres. Et tandis qu'il parlait, je compris que cela ne me concernait pas seulement. Cela concernait toutes les femmes qu'on avait réduites au silence par peur de paraître mal à l'aise. Comme si le silence avait été pris pour de la faiblesse. Quand je suis sorti, le ciel était teinté de rouge. Un rouge dense, presque poétique, comme si le jour avait saigné pour donner naissance à un autre. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, la tête haute. Le vent jouait avec mes cheveux gris, et je me suis laissé aller. Cette brise apportait quelque chose que je ne pouvais encore identifier. Peut-être de la légèreté, peut-être un nouveau départ. Les jours suivants, je réalisais que même mon corps avait changé. Ma démarche était plus assurée, mon regard plus serein. Je ne ressentais plus cette boule dans la poitrine au réveil, ni ce besoin de disparaître à la fin de chaque service. Le travail restait difficile, le monde toujours aussi inégalitaire, mais quelque chose en moi ne s'y soumettait plus. La blessure était devenue une frontière. Et ceux qui apprennent à vivre sur le fil du rasoir entre douleur et courage découvrent une force que personne ne peut leur ravir. Ce soir-là, j'ai écrit une lettre. Non pas à lui, non pas à l'entreprise, mais à moi-même. J'y racontais le jour de l'humiliation, l'instant où j'avais décidé de me rebeller, la force que j'avais puisée dans le silence. J'y parlais aussi de la peur, mais avec gratitude, car c'est elle qui m'avait poussé à voir ce dont j'avais besoin. Une fois terminé, j'ai plié la page et l'ai glissée dans un livre sur mon étagère. Non pas pour oublier, mais pour m'en souvenir avec tendresse. À ce moment-là, j'ai compris que cette histoire n'était pas une histoire de vengeance, mais de rédemption. Une histoire de reconquête de ma voix, de ma position, de ma confiance en moi. Alors aujourd'hui, en racontant cela, je vous invite à réfléchir avec moi. Combien de fois, vous aussi, vous êtes-vous tu pour ne pas paraître déplacé? Combien de fois avez-vous fait semblant de ne rien voir, juste pour éviter d'être au centre des tensions? Si cette histoire vous a touché, c'est peut-être parce que vous savez, vous aussi, ce que c'est que de lutter pour exister dans un monde qui cherche à vous effacer. Et si vous savez, laissez une trace. Un simple geste, un signe silencieux qui témoigne de votre foi en la force de ceux qui recommencent. Car c'est ainsi que le courage se propage, de regard en regard, d'histoire en histoire, de vie en vie. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois les rides qui marquent ma peau comme des cartes de survie. Et au lieu de honte, je ressens de la fierté. Chaque ride représente une victoire. Chaque marque me rappelle que j'étais entière, même quand ils ont essayé de me réduire en poussière. Je ne suis plus la femme qui, humiliée, s'est précipitée dans les toilettes en pleurant. Je suis celle qui en est ressortie, la tête haute, l'âme pure et le regard déterminé. Je suis celle qui a compris que le respect ne se demande pas, il se gagne, par la présence, la dignité et la sincérité. Et c'est ce que je voulais partager ici, en guise de conclusion et d'invitation. Ne doutez jamais de la force de rester inébranlable, même lorsque tout autour de vous cherche à vous abattre. Aimez cette histoire si elle vous a rappelé votre force intérieure. Commentez si, d'une manière ou d'une autre, elle vous a permis de découvrir quelque chose en vous. Et si vous souhaitez continuer à me suivre à travers des histoires comme celle-ci, abonnez-vous non pas en simple spectateur, mais en participant à ce mouvement silencieux qui prend naissance en vous et transforme tout ce qui vous entoure. Car le véritable dénouement heureux n'est pas la vengeance. C'est la prise de conscience. C'est comprendre que le monde peut tenter de vous effacer, mais qu'un seul acte de courage suffit à tout faire renaître.